Ah pardon, je je crois que j'avais coupé mon micro, excusez-moi, donc je recommence, dès le début. Je dis bonjour à tout le monde et on est très heureux de vous accueillir dans, cette session du séminaire Bourbaki. Notre premier orateur aujourd'hui est Nguyen Viet Dang de l'Institut, Camille Jordan à l'Université de Lyon. Nguyen, travaille en analyse, géométrique avec des problèmes, enfin appliqués à des problèmes de physique mathématique. Et aujourd'hui, Viet va nous présenter, les travaux de Bourgain, Dyatlov, Gine, Nonnemanker et Zal sur, le principe d'incertitude fractale et ses applications. Merci beaucoup, je te laisse la parole. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs du séminaire Bourbaki d'avoir pensé à moi. Aujourd'hui, je vais vous parler du principe d'incertitude fractale et de ses applications. Et mon exposé repose sur une série d'articles de Bourgain, Dyatlov, Jean, Nonnenmacher et Zal. Donc, tout d'abord, le héros de l'exposé, c'est ce fameux principe d'incertitude fractale. Donc, j'utiliserai progressivement dans l'exposé l'abréviation FUP. Donc ce principe nous dit qu'une fonction dans L2 de R ne peut pas être localisée trop proche d'ensemble fractal simultanément en position et en fréquence. Donc avant de se lancer dans ce principe d'incertitude fractale, je vais vous rappeler très rapidement qu'est-ce que dit le principe d'incertitude traditionnel. Et pour ça, j'aimerais prendre cet exemple de la gaussienne. Vous prenez une gaussienne qui est très piquée, dont le support est très piqué autour de 0. Et si vous faites sa transformée de Fourier, on sait bien que la transformée de Fourier d'une gaussienne, c'est aussi une gaussienne, mais sauf que cette fois-ci, la gaussienne transformée de Fourier, en fait, va être à support très délocalisé. Donc vous voyez, la transformée de Fourier, elle va envoyer une fonction dont le support est très concentré autour d'un point vers une fonction pratiquement délocalisée. Et ça, c'est une manifestation très simple, mais très parlante du principe d'incertitude traditionnel. Et dans cet exposé, au lieu de regarder des choses proches de points, on va regarder en fait des fonctions dont les supports sont concentrés près d'ensembles fractales. Donc mon exposé, il va s'articuler autour de 4 parties. Au début, en fait, je vais vous parler de prolongement unique. Et lui, c'est d'une certaine façon le personnage principal de l'exposé, puisqu'il apparaît autant dans les preuves, c'est un outil de preuve, et ça va être aussi l'une des applications principales de ce fameux principe d'incertitude fractale. Ensuite, dans un second temps, je vais vous introduire des notions de base sur les fractales. Je vais vous introduire des définitions pour décrire ces ensembles. Puis une fois qu'on aura ces définitions en main, je vais vous énoncer ce principe d'incertitude qui est en fait une sorte d'énoncé d'analyse harmonique sur la droite réelle. Dans un troisième temps, je ferai une esquisse de la preuve. Et puis enfin, dans la dernière partie, je vais appliquer ce principe d'incertitude fractale à un problème de chaos quantique, donc au problème de la délocalisation des fonctions propres du Laplacien aux hautes énergies sur les surfaces hyperboliques. OK, donc maintenant c'est parti. On va commencer par le prolongement unique et pour ça, j'aimerais les personnages principaux de la prochaine page vont être Palais et Wiener. Donc pour l'instant, je vais vous parler du prolongement unique en tant qu'outil dans la preuve. Et le plus simple, c'est de commencer par un slogan. Qu'est-ce que c'est un principe de prolongement unique? Vous avez une contrainte sur une fonction f, et étant donné cette contrainte sur la fonction f, vous aimeriez propager un contrôle local sur f en un contrôle global. Je vais être plus précis immédiatement. Par exemple, si vous vous donnez une fonction dans L2 et que comme contrainte, vous demandez à sa transformée de Fourier, donc son spectre, d'être borné dans moins RR. Alors, vous pouvez regarder la fonction f en position et le contrôle local que vous allez demander, c'est par exemple au-dessus d'un intervalle i, là que j'ai représenté en rouge. Imaginez que vous demandez à f de s'annuler. Bon, c'est grossier comme contrôle local, mais allez, on va demander à f d'être égal à 0 au-dessus de cet intervalle en rouge. Qu'est-ce qu'on peut dire en dehors? Donc le théorème de Palais-Wiener en fait nous dit que si f est à spectre borné, f il va être analytique.
Donc cette condition locale, dire que f s'annule au-dessus de l'intervalle i, ça va se prolonger, hein, une fonction analytique qui s'annule sur un intervalle, elle est obligée de s'annuler partout. Donc voilà, ça c'est la version la plus simple au monde de principe de prolongement unique. Mais là, vous allez me dire, non, mais là j'exagère, là, parce que là c'est 0, je demande d'être 0 au-dessus d'un intervalle i, et ça c'est trop grossier. Donc on va essayer d'être un peu plus fin. On va partir encore d'une fonction f dont le spectre il est borné, mais cette fois-ci au-dessus de u, i, là, l'intervalle i en rouge, on va demander à f d'être petite. Et la question c'est, est-ce que je suis capable de propager la petitesse de f en dehors de l'intervalle i? Et donc là, la réponse c'est oui. Et donc là, je vais juste vous décrire un lemme très simple, qui est une conséquence de Palais-Wiener, et qui dit qu'il existe une constante c, telle que pour toute fonction dont le spectre est borné dans -1, pour tout intervalle de taille 1, donc ça c'est l'intervalle a plus 1, donc c'est un intervalle de taille 1, alors le contrôle local de la masse L2 de f au-dessus de cet intervalle de taille 1 contrôle la masse globale de f sur toute la droite réelle. D'accord? Et j'aimerais insister sur le fait que la constante c, elle ne dépend ni de l'emplacement de l'intervalle, ni du choix de fonction f. Les seules contraintes, c'est que le spectre, il est borné dans -1 et que l'intervalle, il est de taille 1. C'est ça les données importantes dont la constante va dépendre. Donc, l'idée de la preuve est extrêmement simple. En fait, l'idée clé, c'est la compacité. Hein, supposez que votre fonction f, son spectre, il est borné dans -1, donc il contient des très basses fréquences. Vous voyez que la fonction f, quand vous la regardez en position, un comportement comme ça, c'est impossible. Il y a trop d'oscillations dans un temps trop court, entre 0 et 0,001, et ce comportement, il est interdit, étant donné que la fonction f ne contient que des basses fréquences. Donc ça nous dit que votre fonction f, elle n'a pas de comportement trop violent, elle doit être uniformément continue. Et donc, si on introduit cet espace que j'appelle PW, hein, donc l'espace de Palais-Wiener, des fonctions dans L2 dont le spectre est borné dans -RR, en fait, on peut montrer par uniforme continuité que ça, c'est compact dans L2 de R. Une autre observation qui est très importante, c'est que le fait de savoir que votre spectre il est borné dans -RR, ça, c'est quelque chose qui est invariant par translation. Hein, si f est à spectre borné, vous translatez f, ça va être encore à spectre borné dans -RR. Donc maintenant, on peut y aller. On va faire une preuve par l'absurde. Vous voyez, on va supposer que le prolongement unique, il n'est pas vrai. Donc ça veut dire qu'on va être capable de trouver une suite Fn dans Palais-Wiener, telle que Fn est normalisée en norme L2, d'accord? Et la masse L2 au-dessus de 0,1. Alors pourquoi j'ai le droit de me restreindre à 0,1? C'est parce que je vous ai dit, c'est grâce à cette invariance par translation, là, je vais supposer que, donc je peux dire que sur 0,1, la masse L2 est tend vers 0. D'accord? Mais par compacité, je peux extraire une sous-suite qui va converger dans L2. La limite f, elle va être aussi être de norme 1 sur R, et f, il va être dans Palais-Wiener. Mais à cause de cette condition que la masse sur L2, la masse L2 sur 0,1 tend vers 0, en fait, la limite f, elle va s'annuler sur 0,1. Mais or, la fonction f, elle est dans Palais-Wiener, elle est analytique. Si elle vaut 0 sur 0,1, elle vaut 0 partout. Donc là, il y a une contradiction avec le fait que f, L2 de R, là, c'est égal à 1. Donc l'estimée de prolongement unique, elle est vraie. Vous voyez, donc ça, c'était... Et donc ce genre de raisonnement va revenir vers le milieu de l'exposé et à la fin de l'exposé. Donc c'est pour ça que je tenais à vous donner ce premier petit lemme très simple, mais je pense qui aide beaucoup à comprendre. Donc maintenant, je vais plutôt aller vers le prolongement unique en tant qu'application du principe d'incertitude fractale. Donc j'aimerais vous parler de problèmes de prolongement unique sur les variétés. On va quitter la droite réelle, on va passer tout de suite aux variétés. Et donc les personnages du prochain transparent sont Lebeau et Robiano. Et c'est un résultat de théorie du contrôle. Donc, bon, c'est pas une exagération que de dire un des objets centraux en analyse géométrique, c'est les fonctions propres du Laplacien. Donc, sur une variété riemannienne compacte, on sait que le Laplacien, il a un spectre discret. Bon, vous pouvez supposer que c'est connexe, hein, la variété M. Et le spectre, les fonctions propres du Laplacien forment une base orthonormée de L2. Et je vais les prendre normalisées en norme L2 à 1. Alors, je vais me poser le même genre de questions que tout à l'heure, d'accord? J'ai ma variété M. Au lieu de regarder au-dessus d'un intervalle I, je me donne un ouvert U et je vais essayer de regarder la norme L2
de la fonction propre du Laplacien au-dessus, la masse L2 au-dessus de l'ouvert U. Et la question qu'on se pose, c'est quel est le comportement? Est-ce que je peux minorer ou contrôler cette norme L2 au-dessus de U lorsque l'énergie, donc la valeur propre lambda, tend vers plus l'infini? Et donc, il y a un résultat qui est dû à Lebeau et Robiano, qui dit que sur une variété riemannienne compacte, pour tout ouvert U dans votre variété, il existera une constante C strictement supérieure à 0 qui ne dépend pas en fait de la valeur propre, telle que, vous voyez, la norme L2, la masse L2 au-dessus de U, on peut la contrôler par-dessous par ce terme-là, constante fois exponentielle de moins racine de lambda divisé par C. Ici, la norme L2 de M, en fait, elle est normalisée égale à 1, mais j'aime bien l'écrire comme ça pour que ça ait la même forme que les inégalités de prolongement uniques. Il y a 2 transparents, d'accord? Donc vous avez cette inégalité de prolongement unique où malheureusement dans le membre de droite, on voit qu'il y a une perte exponentielle, hein. Ce terme-là, il tend vers 0 exponentiellement vite quand les énergies tendent vers plus l'infini. Et j'aimerais préciser que cette borne inf, elle est atteinte. En fait, cette inégalité, elle est optimale parce qu'il existe des domaines dans la sphère S2 et des suites de fonctions propres telles que la masse L2 sur ces ouverts, elle tend vers 0 exponentiellement vite. D'accord? Donc maintenant, bon, ça, ce théorème, il était très général puisqu'il est vrai sur toute variété riemannienne compacte. Mais maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passe si je prends M, une surface hyperbolique? Donc c'est quoi une surface hyperbolique compacte, hein? Je rappelle très rapidement, c'est une surface avec une métrique compacte et dont la courbure vaut -1. Alors comment je peux voir le fait que la courbure vaut -1? C'est juste que les triangles géodésiques, les petits triangles géodésiques, ils ont cette forme très pincée comme ça. Alors, la somme des angles est plus petite que pi. Et le théorème que je vais vous raconter dans le prochain transparent, en fait, c'est le résultat de plusieurs articles dus à ces 5 auteurs-là, Bourgain, Dyatlov, Jean, Nonnenmacher et Zal. Et il s'agit de faire du prolongement unique sur les variétés, mais au lieu de partir d'une variété riemannienne compacte, on suppose que Mg est une surface hyperbolique. Alors pour tout ouvert U, dans votre surface hyperbolique, il existe une constante qui ne dépend pas de lambda, telle que cette fois-ci, la norme L2, la masse L2 sur U des fonctions propres, elle est bornée en dessous par cette constante C, d'accord? Puisque la norme L2, ici, elle vaut 1. Donc là, il n'y a plus de perte exponentielle, hein. On voit qu'ici, dans cette inégalité, on n'a plus cette perte exponentielle. Et j'aimerais aussi préciser que ce résultat, dû à Dyatlov-Jean, il a été généralisé très récemment par Dyatlov-Jean et Nonnenmacher au cas où la surface, elle a une métrique à courbure négative stricte, mais variable. Donc c'est plus comme la surface hyperbolique où la courbure était constante égale à -1. Ici, il peut y avoir des petites variations. Alors ces auteurs, ils arrivent à prouver aussi cette inégalité de prolongement unique. Alors vous allez me dire, mais pourquoi, en une phrase, quelle est la raison pour laquelle d'un coup, il y a 2 transparents, on avait une perte exponentielle et d'un coup maintenant c'est une constante C, plus de perte exponentielle? Et ben, c'est dû au fait que le flot géodésique, donc vous voyez quand vous avez une variété comme ça, là, une surface hyperbolique, vous avez le flot géodésique qui vit dans l'espace des phases. En fait, il est hyperbolique et donc comme il est hyperbolique, il est ergodique. Et ça, combiné au principe d'incertitude fractale, ça va impliquer en fait que les fonctions propres, d'une certaine façon, elles s'équidistribuent en masse L2 quand l'énergie tend vers plus l'infini. Donc, vous avez un résultat de délocalisation spatiale des fonctions propres aux hautes énergies. D'accord? Donc ça, c'est la raison, le résumé de la raison profonde. Donc voilà, donc maintenant je vais passer à la seconde partie où je vais vous énoncer le principe d'incertitude fractale. Mais avant de vous l'énoncer, il faut qu'on parle un peu de fractales. Donc la star des fractales, en tout cas, moi, le premier que j'ai vu dans mes études, c'était le Cantor. Ok, donc pour générer un ensemble de Cantor, il faut se donner un réel lambda qui est compris entre 0 et 1. Ici, pour illustrer, j'ai pris lambda égale 1 tiers parce que parmi les stars que sont les ensembles de Cantor, la superstar, c'est le triadique de Cantor.
pour lambda égale 1 tiers. Donc, vous partez de l'intervalle 0,1 et ensuite, vous vous donnez deux applications affines qui sont des contractions. T0 qui envoie 0,1 dans 0,1 tiers et T1 qui envoie 0,1 dans 2 tiers 1. Ensuite, vous composez successivement, vous appliquez encore ces applications affines. Et lorsque vous faites n itérations de ces applications affines, en appliquant soit T0 ou soit T1 à la suite, eh bien, à la fin, vous engendrez 2 puissance n intervalles qui sont de taille lambda puissance n. Donc, comme lambda il est plus petit que 1, ça tend vers 0 exponentiellement petit, les intervalles. Et donc, ces intervalles-là, ces 2 puissance n intervalles à l'étage n, vous pouvez les mettre en bijection avec les feuilles d'un arbre binaire. D'accord, hein, vous pouvez représenter cette succession de compositions vous pouvez coder ça avec un arbre binaire. Et j'aimerais insister sur le fait que dans cet exposé, on ne va pas forcément chercher à aller jusqu'à l'infini, hein, à faire tendre n jusqu'à l'infini, mais on va prendre des n très grands. Hein, on ne va pas regarder le Cantor jusqu'à lorsque n tend à plus l'infini, mais par exemple, on voudra s'arrêter à n égale une grandeur qui est très très grande. D'accord. Et donc maintenant, je vais essayer de vous donner une définition un peu plus formelle du Cantor. Donc, étant donné en fait ce paramètre 0, lambda dans 0,1, hein, ici je vous donne les deux applications affines et en fait, on peut réaliser le Cantor. Hein, vous pouvez construire cette suite de compacts emboîtés. Donc, à chaque n, le compact Kn, c'est cette union des deux puissances n petits intervalles de taille lambda puissance n. Et donc, on construit ainsi une suite de compacts emboîtés. Et le Cantor K infini, le fameux ensemble de Cantor, ça va être l'intersection des Kn. Mais comme j'aimerais insister, ce qui est très intéressant, c'est K infini et aussi cette suite de compacts emboîtés. Donc, bon, là, je venais de vous donner cet exemple de l'ensemble de Cantor. Mais en fait, dans cet exposé, on s'intéresse en fait à des ensembles beaucoup plus généraux que les ensembles de Cantor. Hein, l'ensemble de Cantor, comme il est engendré par ces applications affines, on l'appelle fractal autosimilaire. Dans la littérature, on peut lire ce mot autosimilaire. Mais en fait, on aimerait mesurer le caractère fractal de n'importe quel ensemble X. Pas forcément d'ensemble X que vous pouvez générer de façon algébrodynamique comme ça, avec des applications affines. Et donc, en fait, il faut trouver une définition qui vous dit qu'un certain ensemble ressemble à un fractal. Alors, ça veut dire quoi, ressembler à un fractal? Ça veut dire qu'on aimerait mesurer à quel point un ensemble X ressemble à une passoire à différentes échelles. Et ça, c'est la définition de cette définition ce concept s'appelle la porosité. Vous donnez un paramètre nu qui est entre 0 et 1. Nu, il va vous mesurer la taille relative des trous. Un ensemble X, c'est juste un ensemble X, par exemple dans la droite réelle. On dira qu'il est nu poreux sur une échelle h bar 1. Donc h bar est plus petit que 1, inférieur ou égal à 1. Donc l'échelle, en fait, si vous voulez, c'est la résolution de votre microscope, d'accord? Si quel que soit l'intervalle i, donc vous donnez un intervalle i, et la taille de i, c'est compris entre h bar et 1, donc c'est une résolution de microscope entre h bar et 1, il existe un trou i', et i', il est de taille nu fois la taille de i, et ce trou i', évidemment, je vous parle de trou, c'est parce qu'il ne rencontre pas l'ensemble x. D'accord? Donc ça vous dit que vous avez un microscope où vous pouvez régler le zoom entre 1 et h bar. Et à chaque fois que vous zoomez entre h bar et 1, vous voyez un trou de taille relative égale à nu. D'accord? Et donc, maintenant, si je reviens au Cantor, vous voyez, et je prends le paramètre lambda égale 1 cinquième, et que je génère le Cantor, je vois que les trous sont plutôt gros, alors que si je prends lambda égale 0,49, je vois que les trous sont plutôt petits. Et donc, ici, le paramètre nu va être différent qu'à gauche, ici. Hein, donc le paramètre nu, il mesure en fait le degré de, en fait, la taille des trous de votre passoire. Donc maintenant, je peux énoncer le principe d'incertitude fractale. Donc je vous rappelle la définition de la transformée de Fourier unitaire. Dans l'exposé, en fait, la h bar, vous imaginez que c'est un petit paramètre réel qui va jouer le rôle de la constante de Planck. Alors le théorème, qui est dû à Bourgain-Dyatlov, il vous dit que, étant donné une constante nue entre 0 et 1, donc la constante de porosité, hein, il existe deux C et bêta, telles que pour toute fonction f dans L2,
étant donné deux fractales x et y qui sont nus poreux sur une échelle h bar jusqu'à 1, donc x, ça va être le fractal des positions, y, ça va être le fractal des moments, d'accord? Si le spectre de votre fonction f, il est contenu dans h bar moins 1 de y, et là, il faut que je vous commande ça, h bar moins 1 de y, lui, il est poreux, donc il a des trous, mais sur une échelle entre 1 et h bar moins 1. Donc, il n'y a pas d'erreur, hein, c'est h bar moins 1 de y. Donc ici, les trous, ils sont macroscopiques. Hein, c'est des trous à l'échelle macroscopique, mais voilà. Le spectre, il est poreux avec des trous de taille 1, quoi, jusqu'à h bar moins 1. Alors, en fait, la norme L2 de f, près de l'ensemble fractal X, qui lui a des trous microscopiques, hein, les trous de X, ils sont de l'échelle h bar jusqu'à 1, elle décroît comme une constante fois h bar à la puissance bêta. Donc, vous voyez, cette estimée vous dit qu'en fait, la masse L2, près de l'ensemble fractal qui a des trous d'une finesse h bar, elle va tendre vers 0 aussi vite que h bar à la puissance bêta. Sous cette contrainte que le spectre, il y a plein de trous à l'échelle macroscopique. Voilà. Donc ici, je vous ai donné une liste presque exhaustive en fait, des travaux sur le principe d'incertitude fractale. Donc les premiers travaux datent de 2015 et jusqu'à 2020, bon, c'est un sujet qui, comme il est récent, il est encore actif. Donc il y a encore des travaux récents. Et j'aimerais aussi dire qu'il y a beaucoup de méthodes pour montrer un tel principe d'incertitude fractale. Hein, ces méthodes vont de la combinatoire additive à des méthodes de marche aléatoire sur les groupes. Donc, bon, c'est très riche. Et moi, je vais me concentrer sur une seule méthode dans cet exposé, qui est la méthode du papier de Bourgain-Dyatlov, qui utilise le théorème des multiplicateurs de Burling-Maliavin. Donc, maintenant, je vais passer à la partie où je vous donne une esquisse de la preuve du principe d'incertitude fractale. Donc, dans les grandes lignes, je vais suivre la preuve de Bourgain-Dyatlov, mais avec des petites variations, parce que je me suis inspiré beaucoup dans la preuve que je vais vous raconter, et aussi dans le rapport au séminaire Bourbaki, d'un article de Jay et Mitkowski. Donc, allons-y. Ma preuve, en fait, va s'articuler en trois parties. Hein. Ma preuve, elle va contenir il y a trois gestes techniques à faire, à exécuter pour faire cette preuve. La première partie, hein, je vous ai dit, hein, le prolongement unique, il va revenir tout le temps dans l'exposé. Donc là, il revient en force. Et on va faire en fait du prolongement unique, mais au lieu de regarder des fonctions dont le spectre est borné, on va regarder des fonctions qui ont une décroissance de Fourier très rapide. Donc là, on va regarder des fonctions dont la transformée de Fourier décroît presque aussi vite qu'une exponentielle. Vous voyez, donc c'est pas complète, c'est pas encore exponentiellement vite, mais c'est presque exponentiellement vite. Et le fait que la fonction f décroît presque exponentiellement vite en Fourier va la rendre très régulière et elle va rentrer dans une classe. Donc elle va échouer à être analytique, la fonction f, elle va presque être analytique, elle va être quasi analytique. Et à cause du fait que f va être quasi analytique, on va pouvoir en fait montrer des estimés de prolongement unique où on va pouvoir contrôler en fait la masse L2 globale de f en termes de la masse L2 de f au-dessus des trous d'un ensemble qui est nu poreux à échelle 1. Ah non, j'insiste, vous avez x, x c'est votre, on va dire, on va prendre un ensemble x en position qui a des trous de taille nue, hein, grosso modo, il a des trous de taille nue. Et ensuite, on va prendre son complémentaire, ça veut dire qu'on va regarder les trous. Hein. XC, c'est les trous de x. Et ensuite, on va chercher à contrôler la norme, on va chercher à savoir si un contrôle sur la norme L2 de f sur les trous va impliquer un contrôle global sur la norme L2 de f. D'accord? Donc ça, c'est le dessin que vous devez garder en tête, d'accord? Hein, une grande décroissance de Fourier et essayer de propager un contrôle. Et les choses en rouge, là, c'est un peu les trous de votre fractal. Ensuite, dans la seconde étape, là, ici, vous voyez, mon hypothèse sur le spectre de f, c'est que le spectre de f, la fonction f, elle est à décroissance de Fourier rapide. Mais on va transférer, donc ça, cette étape, moi j'aime beaucoup ce mot-là utilisé par Jay et Mitkowski, ils appellent ça la transférence.
on va convertir en fait cette hypothèse de décroissance rapide de la transformée de Fourier de f en une hypothèse de porosité du support du spectre de f. Donc maintenant, au lieu de supposer que f est à décroissance de Fourier rapide, on suppose que le spectre de f, il a plein de trous. Et on aimerait montrer la même chose. On aimerait montrer une estimée de prolongement unique pour f sur les trous qui sont dans le complément de l'ensemble X qui est nu pour eux à l'échelle 1. Et donc maintenant, je vais vous expliquer, si vous avez une estimée de prolongement unique comme ça, si la norme de f sur L2 des trous, elle contrôle la norme globale de f sur R, vous pouvez transformer ça par Pythagore. Donc ça implique que la norme L2 de f sur X, puisque à la fin, vous voulez contrôler la norme L2 de f au-dessus de l'ensemble fractal, en fait, lui, à cause de Pythagore, ça va être plus petit que racine de 1 moins c carré de la norme L2 de f globale. D'accord? Et une fois que vous avez cette estimée, norme de f L2 contrôlée par norme de f L2 globale, eh bien, vous allez faire ce qu'on appelle une itération sur les échelles. Ça, c'est la dernière étape en fait de la preuve du principe d'incertitude fractale sur R. Et ça, c'est exactement comme pour le triadique de Cantor. Je vous ai dit, en fait, le triadique de Cantor, vous pouvez le réaliser comme une intersection successive de compacts emboîtés, où chaque compact est une sorte d'image du triadique de Cantor à la résolution 1 sur 3 puissance n. Donc maintenant, c'est la même chose. Vous allez prendre votre ensemble X qui a des trous, en fait, qui a des trous de finesse H bar. Et vous savez, c'est comme avoir différents modèles de télé. Vous avez une télé basse résolution, 720 x 576. Ensuite, après, la technologie évolue. Vous avez une télé HD. Ensuite, maintenant, vous avez des télés ultra HD. Et à chaque fois que vous changez de résolution de télévision, vous regardez en fait votre ensemble fractal X et vous voyez un ensemble avec de plus en plus de trous parce que la résolution augmentant, votre image de X a de plus en plus de finesse. Et ainsi, vous construisez une suite emboîtée en fait d'images de X, les XK, qui sont chaque XK en fait va être nu pour eux à une échelle de entre 2 puissance moins K et 1. Donc 2 puissance moins K, en fait, c'est votre résolution. D'accord? Et une fois que vous avez réalisé X comme une intersection des XK, une intersection finie mais très grande en fait de XK, eh bien, vous allez itérer en fait cette estimée que je vous ai écrit tout à l'heure, cette estimée de prolongement unique. En fait, vous allez dire que la masse L2 de F sur un ensemble XK, ça va être plus petit que la masse L2 de F sur un ensemble XK-1, où ici, l'ensemble XK-1, il est plus grossier, il a des trous, si vous voulez, de taille nulle fois 2 puissance K-1, alors qu'ici, les trous sont plus fins. Et comme ici, les trous sont plus fins, cet ensemble-là, il est plus petit, et donc on a une majoration de la masse L2 sur XK en termes de la masse L2 sur XK-1. Et maintenant, c'est très simple, vous voyez, vous allez dire que la norme L2 de f sur x, vous allez dire qu'en fait, c'est la même chose que la norme L2 sur x grand K, etc., jusqu'à produit des xk jusqu'à x0, puisque x, c'est l'intersection des xk jusqu'à x0 fois f sur L2, et vous itérez grand K fois cette estimée qui est une conséquence du prolongement unique, ça vous dit que c'est à peu près plus contrôlé par 1 moins epsilon à la puissance K fois la norme L2 de f. Et là, vous avez vous avez conclu la preuve du principe d'incertitude fractale, parce que ce membre de droite, là, le 1 moins epsilon à la puissance k, ça, vous pouvez l'identifier avec h bar à la puissance bêta. D'accord? Et bêta, vous pouvez l'exprimer en fait à l'aide de 1 moins epsilon. D'accord? Donc il y a une forme explicite pour l'exposant bêta. Donc ça, c'était la dernière étape. Et donc dans la suite, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail l'étape numéro 1 et l'étape numéro 2 de la preuve du principe d'incertitude fractale. Et une fois qu'on aura fait 1 et 2, eh bien, c'est cette étape d'itération sur les échelles qui nous permet de conclure la preuve du principe d'incertitude fractale. Donc allons-y. Pour le prolongement unique dans la classe quasi-analytique, pour cette partie, en fait, les personnages principaux de cette partie, c'est Danjoy et Karleman,
qui sont en fait parmi les fondateurs en fait de cette théorie des fonctions quasi-analytiques. Donc, qu'est-ce que c'est des fonctions quasi-analytiques? Donc, il s'agit de classes de fonctions, un peu comme les fonctions analytiques, si vous voulez, c'est une classe de fonctions. Donc, ces classes de fonctions quasi-analytiques sont toujours contenues dans C infini. Hein, donc, c'est des fonctions qui sont en particulier des fonctions lisses. Et je dirais que pour toute fonction f dans une classe quasi-analytique donnée, si f s'annule à l'ordre infini en un certain point x0, alors f égale 0. Alors, si vous voulez, le slogan, c'est les fonctions quasi-analytiques ne contiennent pas de plat. Il n'y a pas de plat dans les fonctions quasi-analytiques. Les plats sont interdits, sauf la fonction nulle. D'accord? Et donc, les fonctions analytiques sont une classe quasi-analytique, mais l'inclusion est stricte. Et pareil, les classes quasi-analytiques sont contenues strictement dans les fonctions C infini. Hein, c'est contenu strictement parce qu'on sait bien qu'il y a des partitions de l'unité dans les fonctions C infini, alors que cette définition exclut l'existence de partitions de l'unité dans les quasi-analytiques. Donc le slogan, en fait, de cette partie de prolongement unique avec hypothèse sur la décroissance de Fourier de f, c'est que si la transformée de Fourier de f décroît trop vite, ça va forcer, si vous voulez, f à être quasi-analytique. En fait, c'est une version un peu analyse harmonique d'un théorème en fait, qui est dû à Danjois-Karleman, qui donne une condition nécessaire et suffisante pour des fonctions d'être quasi-analytiques. Donc, si la décroissance de Fourier est trop grande, f va être quasi-analytique. Et le fait d'être quasi-analytique, c'était un peu comme au début de l'exposé. Hein, c'était quand je vous parlais de l'espace de Pauli-Wiener, ça va apporter de la compacité, et cette compacité aura pour conséquence des estimés de prolongement unique. Donc, une fois que vous avez ces estimés, les estimés de prolongement unique, en fait, vous allez les appliquer à la situation suivante. Vous avez votre ensemble X qui a des trous de taille nue, et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire que X est nu poreux sur une échelle 1? Je vous rappelle que ça veut dire que pour tout intervalle I de taille 1, donc vous avez, là je vais vous faire des dessins parce que sinon c'est impossible à comprendre. Donc là, vous avez l'ensemble X, et là, vous avez les trous de X. D'accord? Et si vous prenez par exemple un intervalle d'observation I, alors quand vous allez l'intersecter avec X, vous allez voir qu'il y a ce trou, là, ici, il est de taille nu fois la taille de I. D'accord? Donc les trous, je vais parfois utiliser le mot les trous sont d'épaisseur, les trous de X sont d'épaisseur nue. Et donc vous allez en déduire des estimés de prolongement unique sur les trous de X. Voilà. Donc là, je vais vous énoncer le théorème de prolongement unique dans la classe quasi-analytique. Donc ça, c'est des théorèmes qui sont très appréciés des gens en théorie du contrôle, puisqu'eux, ils ont besoin en fait de propager en fait la petitesse en fait d'une fonction de façon locale en contrôle global. Donc en fait, pour mesurer la décroissance de Fourier de f, je vais utiliser un poids, hein, comme d'habitude en analyse. Donc je me donne une fonction w qui vaut 1 en t égale 0, qui est convexe croissante, et w de t tend vers plus l'infini quand t tend vers plus l'infini. Vous imaginez ce graphe d'une fonction convexe. Et le plus important, c'est que log de w est satisfait à cette identité. Donc cette intégrale de 0 à plus l'infini de log w divisé par 1 plus t carré, en fait, elle diverge. Ça, c'est l'hypothèse cruciale sur le poids. Et donc, je vais supposer qu'en fait, j'ai une fonction f telle que f chapeau, en fait, vérifie cette identité de norme à poids. Donc là, j'aimerais dire, vous vous souvenez, dans les prolongements uniques, je vous ai dit, on part d'une contrainte. Donc ça, c'est la contrainte sur f. D'accord? Ça vous dit que f est à grande décroissance de Fourier. Ensuite, une fois que vous avez la contrainte, vous allez en déduire qu'un contrôle local vous implique un contrôle global. Donc l'inégalité de prolongement unique sur le complémentaire de l'ensemble poreux. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie de prolongement unique en quasi-analytique. Et la preuve ressemble beaucoup à ce que je vous ai montré pour le théorème de Palais-Wiener. Ensuite, la seconde étape, donc ça c'est l'étape la plus difficile en fait de la preuve du principe d'incertitude fractale, c'est la transférence. C'est de convertir cette inégalité de prolongement unique, cette contrainte que f est à décroissance de Fourier rapide, en une hypothèse sur la porosité du spectre de f.
Donc le fait que le spectre de F a beaucoup de trous. Donc maintenant, je vais vous énoncer. Donc ça, c'est le théorème de prolongement unique qui est dû à Bourgain-Dyatlov, mais dans la version qu'en ont donné Jay et Mitkowski. Donc pour toute constante nue dans 0,1, en fait, il existe une constante C, telle que pour tout ensemble h bar moins 1 de Y, donc il y a des trous sur une échelle macroscopique, si le spectre est dans cet ensemble poreux sur l'échelle macroscopique, donc ça c'est l'échelle 1, les trous sont sur 1 h bar moins 1, alors en fait on a cette inégalité de prolongement unique. Donc chez Bourgain-Dyatlov, en fait cette preuve, la preuve de cette estimée de prolongement unique, elle utilise des méthodes de théorie du potentiel, donc des méthodes de mesure harmonique et de mouvement brownien combinées avec le théorème des multiplicateurs de Burling-Maliavin. Et ici, dans la version que je vous présente, je vais aussi utiliser le théorème de Burling-Maliavin. Donc jusqu'à aujourd'hui, je pense que la plupart des gens ne savent pas se passer du théorème des multiplicateurs de Burling-Maliavin. Mais ce qui remplace les mesures harmoniques et le mouvement brownien, c'est ces méthodes de fonctions quasi-analytiques. Donc voilà, l'ingrédient principal de cette étape de transférence, c'est ce théorème prouvé en 62 par Arne Burling et Paul Maliavin. Donc qu'est-ce que nous donne le théorème de Maliavin? Il nous dit que quand vous avez un ensemble comme ça, h bar moins 1 de y qui a des trous sur cette échelle entre 1 et h bar moins 1, il existe une fonction test, phi. Donc cette fonction test, elle est à support aussi petit que vous voulez. D'accord? Donc cette fonction test, vous pouvez la prendre supportée entre moins sigma et sigma, sigma arbitrairement petit. Hein, elle est à support compact entre sigma et moins sigma et sigma, et telle que phi chapeau, hein, donc la transformée de Fourier de la fonction phi, lorsque vous la restreignez à l'ensemble poreux h bar moins 1 de y, elle décroît presque aussi vite qu'une exponentielle. C'est ça la clé. C'est que la restriction de la transformée de Fourier de phi à cet ensemble poreux a une décroissance presque exponentielle. Alors, pourquoi ça c'est important? Donc là, je vais faire l'exercice pour vous. Vous voyez, vous vous souvenez, on part de cette fonction f, telle que f chapeau, hein, le spectre de f chapeau, il est contenu dans h bar moins 1 de y. Alors, qu'est-ce qui se passe si je prends f et que je le convole avec la fonction test phi donnée par Burling-Maliavin? Si je fais la transformée de Fourier du produit de convolution, hein, on sait bien que la transformée de Fourier d'un produit de convolution, c'est le produit des transformées de Fourier, f chapeau fois phi chapeau. Mais je viens de vous dire que f chapeau, il est porté par cet ensemble poreux. Hein. Lui, il est porté par h bar moins 1 de y. Et lui, phi chapeau, par Burling-Maliavin, il décroît super vite sur h bar moins 1 de y. Donc ça me dit que ça, le produit de ces deux transformées de Fourier, c'est un grand taux de E moins module de xi divisé par le facteur log. Là. Il y a une petite perte. Hein, d'accord? Et donc, comme la transformée de Fourier est pratiquement à décroissance exponentielle, je peux dire que f convolé avec phi va être quasi analytique. Voilà. Et c'est ça la clé de la preuve du principe d'incertitude fractale sur R, c'est de décomposer en fait la fonction f en des blocs, un peu comme en analyse harmonique. Vous voyez, on prend cette fonction f et on la découpe en blocs. Et chacun des blocs, il va être quasi analytique, donc il va être très rigide. Et sur chacun des blocs, on va appliquer des inégalités de prolongement uniques. Hein, donc voilà, ça résume en fait le calcul que je viens de vous montrer. Et donc une fois que j'ai ce super théorème des multiplicateurs de Burling-Maliavin. Alors la stratégie est la suivante. Je prends mon ensemble, mon spectre poreux, là, je vais le recouvrir par des intervalles. Vous voyez, donc mon truc poreux, là, je vais le recouvrir par des intervalles, là, I1, I2, patati patata, etc. Et l'important, c'est que ces intervalles, ils sont assez disjoints et qu'ils aient peu de chevauchement. Mais ça, c'est possible, c'est à cause de la porosité. Et ensuite, pour chaque intervalle IJ, j'ai une fonction test phi qui me localise en Fourier près de ij. Donc, j'applique presque un très grand nombre de fois le théorème des multiplicateurs de Burling-Maliavin, autant de fois qu'il y a d'intervalles. Ensuite, maintenant, une fois que j'ai ces intervalles qui recouvrent le support de f chapeau,
Eh bien, regardez, je vais faire quelque chose de très simple. Je pars de la norme L2 de F. Par Plancherel, la norme L2 de F, c'est la même chose que la norme L2 de F chapeau. Mais comme le spectre de F, il est recouvert par les IJ, ça, c'est plus petit que F chapeau. Et je prends la norme L2 sur les intervalles IJ. D'accord? Ça, c'est très simple. Hein, c'est à cause de... Bon, je vais mettre des carrés. D'accord? Et ensuite, une fois que j'ai ce contrôle sur L2 de IJ, eh bien, je vous ai dit, en fait, pour chaque intervalle IJ, Burling-Maliavin me donne une fonction phi qui me localise en Fourier près de IJ. Donc ça, en fait, c'est contrôlé par la somme sur les J de F chapeau fois phi hein, grosso modo, hein, je fais un peu phi chapeau, carré sur L2 de R. D'accord? Mais or, par Plancherel, vous savez que la norme L2 de ce produit de transformé de Fourier, bah, c'est la même chose que la norme L2 du produit de convolution, donc de F étoile phi j, d'accord? Mais on sait que F étoile phi j, c'est quasi analytique par le raisonnement que je viens de vous expliquer plus haut. Donc, par le prolongement unique, hein, comme c'est quasi analytique, ça a peu d'oscillations, si vous voulez, ça a des oscillations contrôlées. Je peux dire qu'en fait, la norme L2 sur R, en fait, je peux la contrôler en fait, en termes de la norme L2 sur le complémentaire en fait, de X. Et là, j'ai appliqué le prolongement unique. D'accord? Et maintenant, je peux conclure à cause de la compacité du support des phi hein, à cause de la compacité du support des phi et le fait que les intervalles IJ sont relativement disjoints avec peu de chevauchement, je peux en fait majorer, en fait, conclure que f de L2 de R, il est contrôlé par la somme des f étoiles de phi sur L2 en fait, de l'ensemble X complémentaire qui lui-même est contrôlé par la norme L2 de F sur l'ensemble X complémentaire. Et là, j'ai conclu la preuve du prolongement unique pour les fonctions dont le spectre a plein de trous. Voilà. Et ensuite, une fois que je combine ça avec l'étape d'itération sur les échelles, vous vous souvenez, c'est cette étape où je vous disais, vous achetez une suite de télévisions successives avec des pixels qui vont de la taille 1 macroscopique à des pixels qui sont de taille 2 puissance moins grand K, où K est très grand, eh bien, vous allez réussir à conclure la preuve de l'estimé de prolongement unique en itérant un très grand nombre de fois cet estimé de prolongement unique. Donc maintenant, je vais passer dans le temps qui me reste, je vais passer à la dernière partie de mon exposé, qui est une application en fait, du principe d'incertitude fractale au problème de chaos quantique. Donc rappelez-vous, je vous ai dit au début que l'une des applications spectaculaires du principe d'incertitude fractale, c'est ce problème de délocalisation des fonctions propres du Laplacien aux grandes énergies sur les surfaces hyperboliques. Donc ça, c'est le résultat dû à Dyatlov et Jean. Donc je vous rappelle que le contexte est le suivant. Vous vous donnez une surface hyperbolique. Vous vous souvenez, c'était la surface compacte de courbure constante égale à -1. Et vous vous donnez un ouvert U sur votre surface hyperbolique. D'accord? Et on considère la suite des fonctions propres du Laplacien sur la surface hyperbolique. Et on cherche à estimer les normes L2, la masse L2 des suites de fonctions propres du Laplacien sur l'ouvert U. Et ce qui nous intéresse, en fait, c'est de borner par-dessous cette masse L2 uniformément en l'énergie. Hein, c'est-à-dire ce qui est intéressant, c'est le régime des hautes énergies, hautes fréquences, quand lambda tend vers plus l'infini. Et donc, vous allez voir, on est revenu au départ. Vous vous souvenez au début, la première fois que je vous ai esquissé cette preuve de principe de prolongement unique, je vous ai dit, on va raisonner par l'absurde. Maintenant, à la fin de l'exposé, je vais faire la même chose. Je vais supposer par l'absurde que cette inégalité de prolongement unique n'est pas vraie. Et donc, je vais supposer qu'en fait, il existe un ouvert U tel que la masse L2, hein, une sorte d'ouvert U, tel que la masse L2 des suites de fonctions propres, elle tend vers 0 au-dessus de U. Et si vous voulez, cet ouvert U, il joue le même rôle que l'intervalle 0,1 dans la preuve par l'absurde du prolongement unique pour les fonctions de Palais-Wiener. Donc, je vais supposer qu'il existe un ouvert U
Cette fois-ci, l'ouvert U, on va être encore plus général, il ne va pas forcément vivre sur la surface, il va vivre dans l'espace des phases. Et je vais supposer que la suite de fonctions propres, elle ne charge pas en fait cet ouvert U. Alors, mathématiquement, on met ça en œuvre, le fait qu'une suite de fonctions propres ne charge pas un ouvert dans le cotangent, c'est en utilisant les outils de l'analyse semi-classique, hein, par quantification semi-classique. Vous voyez ce mot-là, il veut dire qu'il y a toute une machine qui donne un sens à la phrase E lambda ne charge pas un certain ouvert dans l'espace des phases. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exploiter le fait que les fonctions propres du Laplacien sont solutions de l'équation Laplacien de E lambda égale lambda E lambda. Hein, donc c'est un fait très simple. Et à cause du fait que les E lambda sont des fonctions propres du Laplacien, ça vous donne des propriétés d'invariance de cet ouvert U qui n'est pas chargé en fait par les E lambda par le flot géodésique. Alors vous allez me dire pourquoi le fait que U n'est pas chargé par les fonctions propres implique que U a certaines propriétés d'invariance par le flot géodésique, c'est à cause de la correspondance classique quantique. Vous voyez, il y a un dictionnaire entre certaines propriétés, je dirais classiques, donc le flot géodésique dans l'espace des phases, ces propriétés dynamiques, en fait, ces propriétés, donc je dirais classiques, elles vont se transférer en des propriétés sur tous les objets qui sont associés au Laplacien. Donc ces objets, on va dire qu'ils sont quantiques parce qu'ils sont associés au Laplacien. Et, donc, à cause de cette correspondance classique quantique, on peut en déduire que les fonctions propres ne vont pas charger en fait des images de U par le flot géodésique. Et ce flot géodésique, on va l'utiliser en temps t pour t qui est de l'ordre de grandeur de ρ fois le log de la valeur propre associée à la fonction propre E lambda. Donc pour des temps suffisamment grands, si lambda est très grand, vous avez des temps suffisamment grands pour lesquels en fait l'image de U par le flot géodésique ne va pas être chargée par la fonction propre E lambda. Donc maintenant, on est arrivé à un point de l'exposé où il faut absolument que je vais essayer de vous raconter ça avec des dessins. Et moi, comme je dessine pas très bien, j'ai dû les préparer à l'avance. Je peux pas les dessiner comme ça là en direct. Donc vous imaginez, voilà, on a fait ce raisonnement par l'absurde. Dans le support des E lambda, il y a un trou. Le trou est représenté en vert. C'est l'ensemble U. Je vous dis, comme d'une certaine façon, le E lambda, il a des propriétés d'invariance par la dynamique quantique, ça vous dit que le trou dans le support de E lambda a des propriétés d'invariance par le flot géodésique. Donc vous allez pousser ce trou par le flot géodésique. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le trou et son complément, d'une certaine façon, ils vont s'équidistribuer dans l'espace des phases. Là, je vous dis, là, on utilise les propriétés d'hyperbolicité du flot géodésique. Et le trou, là, qui est en vert, d'une certaine façon, il va s'équidistribuer et en même temps, il va s'effiler le long des directions instables. Vous voyez, ça fait plein de spaghettis en vert, là, comme ça. Et ces spaghettis, ils sont lisses le long des directions instables. Et on commence à voir que le long des directions stables, il y a plein de petits trous. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est l'image de U en temps positif. Et maintenant, si je pousse l'ouvert U en temps négatif par rapport au flot géodésique, c'est pareil, ça va s'équidistribuer. Et le trou, en fait, il va s'effiler. Mais maintenant, il va s'effiler le long des directions stables. Ça va faire des spaghettis comme ça qui sont allongés le long de la direction stable. Et même remarque que tout à l'heure, si maintenant je prends une transverse comme ça, là, qui est le long de la direction instable, je vois qu'il y a plein de petits trous qui vont se former. Donc on va formaliser en fait un peu plus dans le prochain transparent cette observation. Mais là, je vais vous représenter en violet. Hein. Si par exemple je prends un arc d'horocycle stable, et ben, si je regarde la trace de l'ensemble rouge, c'est l'ensemble qui est chargé par E lambda. L'ensemble vert, c'est ce que E lambda ne charge pas trop. Eh bien, la trace de l'ensemble rouge sur l'arc d'horocycle stable, il va avoir plein de trous. Et pareil, si je prends un arc d'horocycle instable, la trace de l'ensemble rouge, donc la trace de gamma moins, elle aura plein de trous dans cet horocycle stable. D'accord ? Et j'aimerais aussi dire que cette image-là que je vous ai fait, pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec la dynamique hyperbolique,
Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il nous raconte là? Parce que l'espace des phases d'une surface hyperbolique, le cotangent unitaire, c'est de dimension 3. Et là, je vous fais un dessin en dimension 2. Vous devez vous imaginer qu'ici, en fait, si vous voulez, c'est comme une sorte de dessin de la section de point carré par le flot géodésique. Ça veut dire, vous imaginez qu'en fait, là, le dessin, il est en face de vous. Là, vous êtes, vous avez en face de vous une section de point carré du flot géodésique. Donc, on quotiente en fait par la direction du flot. Et là, on est en dimension 2. Voilà. Donc, l'idée centrale, en fait, pour se ramener au principe d'incertitude fractale, c'est de se dire la chose suivante, c'est que là, le dessin précédent, il nous dit qu'en fait, votre fonction propre E lambda, elle est localisée, en fait, elle charge l'ensemble gamma plus, donc c'est cet ensemble en rouge ici, là, et en même temps, elle charge l'ensemble gamma moins. Et vous voyez, là, dans mon dessin, et ça, c'est fait exprès, gamma plus et gamma moins, c'est des ensembles qui sont très effilés et qui sont transverses l'un par rapport à l'autre, à 90 degrés. D'accord? Et c'est ça, c'est là qu'on va arriver vers la contradiction. C'est qu'on va voir qu'en fait, il n'est pas possible de charger simultanément ces deux ensembles gamma plus et gamma moins. Donc, alors pourquoi? Donc, gamma plus et gamma moins, je vous ai dit, ils sont lisses dans les directions instables et stables, respectivement. Et j'aimerais beaucoup insister sur ce mot. En fait, ils sont poreux dans les directions transverses. Je vous ai dit, quand je fais une coupe par rapport aux eurocycles, ici, je vois qu'il y a plein de trous dans gamma plus, et je vois qu'ici, il y a plein de trous dans gamma moins. Et le fait qu'il y a plein de trous, ça se formalise en termes de porosité. Et cette porosité, elle est une conséquence de l'unique ergodicité du flot eurocyclique. D'accord? Donc là j'ai fait pour vous un dessin, une vue d'esprit. Là, j'ai coupé par l'eurocycle. Et vous voyez, les traces en rouge, c'est l'ensemble gamma plus en temps très grand, qui est chargé en fait par la fonction propre. Et vous voyez, il y a plein de trous en vert. D'accord? Et donc maintenant, et ça, je vais résumer en une phrase ce que Dyatlov et Zal font en 80 pages, donc c'est un article très long de 80 pages, où ils arrivent à formaliser, en fait, ils construisent deux calculs anisotropes qui localisent en fait la fonction propre E lambda sur ces deux ensembles gamma plus et gamma moins. Et ces deux ensembles gamma plus et gamma moins, comme je vous ai dit, ils sont feuilletés respectivement soit par le feuilletage instable, soit par le feuilletage stable. Et ensuite, par des méthodes d'analyse microlocale, d'une certaine façon, vous voyez, on a cette image mentale de ces deux ensembles, vous voyez, comme ça là, qui sont chargés par E lambda, on va les redresser. Et on va se ramener, en fait, au cotangent de R. Donc ça, c'est R, ça, c'est R étoile, ça, c'est T étoile R. Moralement, en fait, on va faire une sorte de simplectomorphisme pour redresser les deux feuilletages stables et instables en R et R étoile, avec les deux feuilletages lagrangiens habituels de l'espace des phases T étoile de R. Et en fait, on va dire que s'il y avait une suite de fonctions propres qui chargeait gamma plus et gamma moins, alors il y aurait une fonction f dans L de 2R par ce redressement qui serait supportée simultanément en position et en fréquence près de deux fractales poreux. Donc vous auriez deux fractales comme ça. Alors, excusez-moi, j'ai fait une bêtise là. Donc vous auriez deux fractales en fait en position et un autre fractal en moment. Et votre fonction f, elle serait supportée près de ces deux fractales simultanément en position et en fréquence. Or, ça, c'est interdit par le principe d'incertitude fractale sur R. Et donc, ça met en contradiction, ça dit qu'il y a une contradiction, et donc ça conclut la preuve par l'absurde. Et donc, on a un prolongement unique sur les surfaces hyperboliques. Donc, en guise de conclusion, j'aimerais, par manque de temps, je n'ai pas pu vous parler en fait d'au moins, je pense, 3 autres applications spectaculaires en fait du principe d'incertitude fractale. Donc, la première application, c'est une application en fait à ce qu'on appelle le trou spectral de la fonction de zeta de Selberg. Donc, ça,
C'est, je crois, l'une des premières applications en fait du principe d'incertitude. Donc, dès le premier papier de Dyatlov et Zal de 2015, ils avaient déjà en fait appliqué certains résultats sur la transformée de Fourier là, sur la droite réelle à l'étude de cette fonction zeta. Donc, vous avez une fonction de zeta sur les surfaces hyperboliques convexes co-compactes qui s'écrit comme un produit infini sur les orbites périodiques du flot géodésique, de la même manière que la fonction de zeta de Riemann s'écrit comme un produit infini sur les nombres premiers. Et une question qu'on se pose, en fait, c'est les zéros de cette fonction de zeta de Selberg sur la surface hyperbolique convexe co-compacte. Et donc, une conséquence, en fait, du FUB sur R, c'est que la fonction zeta de Selberg a un trou spectral sur toute surface convexe co-compacte. Donc, il existe une bande dans le plan complexe, une bande autour de la valeur 1,5, telle que la fonction zeta de Selberg n'a un nombre fini de zéros dans cette bande. Voilà, donc ça c'était l'une des applications. Une autre application, ça concerne les mesures de Wigner. Donc quand vous avez ces suites de fonctions propres du Laplacien sur les surfaces hyperboliques, vous pouvez leur associer des mesures de proba dans l'espace des phases. Et il y a beaucoup de conjectures en fait autour de ces mesures de Wigner. Donc une conséquence en fait un corollaire en fait du résultat de Dyatlov-Jean, c'est que les mesures de Wigner associées aux fonctions propres sur les surfaces hyperboliques en fait chargent tous les ouverts de S étoile M. Et ces résultats en fait complètent les travaux de Anantaraman, Nonnenmacher et Rivière sur l'entropie en fait des mesures de Wigner. Et puis enfin, les résultats de prolongement unique et sur les mesures de Wigner que je vous ai décrits dans l'exposé ont été étendus aux surfaces à courbure négative variable dans un très long papier de Dyatlov, Jean et Nonnenmacher. Et il a fallu, pour vaincre le fait que la courbure négative elle est variable, introduire beaucoup de nouvelles idées pour affronter cette difficulté que maintenant les feuilletages stables et instables du flot géodésique ne sont plus C infini, c'est juste des feuilletages Hölder. Et aussi le fait que comme la courbure elle est négative variable, le facteur d'expansion du flot géodésique n'est plus uniforme dans l'espace des phases. Ça dépend de la position où vous êtes dans l'espace des phases. Et sur ce, j'aimerais vous remercier encore pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Viette pour ton exposé. Merci de nous avoir parlé de télévision, de nous avoir montré les photos de tous ces mathématiciens. Et voilà, je vous encourage à poser vos questions, faire des remarques. Donc moi, oui, vas-y. Ouais, ok, j'ai une question. Donc c'est pour l'application donc l'unité de contrôle sur un ouvert sur une surface hyperbolique. Donc il y a cette constante C qui apparaît. Est-ce qu'on sait comment elle dépend de la géométrie ou de l'ouvert ou d'autres choses? Alors attendez, je réfléchis 2 secondes. Oui. Il y a beaucoup de papiers. Donc, ouais. Ouais, donc déjà, il y a une version plus quantitative du principe d'incertitude. Vous voyez déjà, la première étape, c'est il faut rendre le FUB sur R quantitatif déjà. C'est-à-dire le super exercice d'analyse harmonique, il faut rendre la constante C et la constante bêta. Donc, je me permets, pour vous répondre, je vais remonter un peu mes slides là. Pardon pour le mal de tête que ça pourrait engendrer. Donc voilà, il faudrait rendre C et bêta déjà quantitatif en termes de la porosité de X et Y. Donc oui, c'était déjà, ma deuxième question que j'aurais posée de toute façon. D'accord. Donc en fait, ça a été fait par, je vais vous dire des noms, en fait, par Jin et Zhang. Voilà, c'est ça. Il faut que je me ressouvienne. C'est un résultat de Jin et Zhang.
Et je vais vous dire qu'est-ce qu'ils ont utilisé. En fait, ils se sont replongés, je crois, dans une des preuves de théorème des multiplicateurs de Burling-Maliavin. Et il faut rendre la preuve du théorème des multiplicateurs de Burling-Maliavin effective. Une fois que je rends ça effectif, là, je vous dis les grandes lignes parce que le détail, Oui, bien sûr. c'est super compliqué. Et je vous avoue que je ne crois pas que je le maîtrise. Et ensuite, en rendant Burling-Maliavin effectif, on réinjecte dans la preuve de Bourgain-Dyatlov et on rend tout effectif. Donc, Jay Mitkowski aussi, ils rendent la preuve effective. C'est parce que, vous voyez, dans mes prolongements uniques, moi, j'aime bien, parce que voilà, je un peu débutant dans ça, j'aime bien les preuves par l'absurde et utiliser la compacité. Ça, c'est pas bien pour rendre les choses Oui. effectives. Donc, en fait, les Jay Mitkowski et Jin Zhang ne font pas de preuves par l'absurde, ils font dans l'autre sens et ils rendent tout effectif. Une fois que ça, c'est effectif, eh bien, il y a une remarque, je crois, au début du papier de Dyatlov, Jin et Nonnenmacher dans l'introduction, où ils expliquent qu'il faut combiner ça avec les résultats d'unique ergodicité, vous savez, du flot orocyclique, qui vous donne le degré de porosité de gamma plus et gamma moins. Et lorsqu'on met tout ça là dans les 120 pages de leur papier, et j'imagine qu'on suit toutes les constantes, bah peut-être on peut rendre ça effectif. D'accord. Voilà. Merci. Est-ce que conjecturalement, est-ce qu'on s'attend quand même à ce que la constante satisfasse certaines propriétés? Ah, là, je vous avoue, je suis devant mon ordinateur. Attendez, j'ai 2 écrans, donc non, mais non, j'avais la tentation d'ouvrir l'article et de regarder, mais non, il faudrait que je regarde plus en détail l'article où il donne des sortes de dépendances polynomiales ou des dépendances plus explicites en fonction des constantes nues là, qui vous donnent la porosité, des différentes constantes qui apparaissent dans la façon dont on mesure le degré de fractalité de x et y. Mais je me souviens plus en fait des dépendances précises. Moi, j'ai une question un petit peu voilà, sur le développement de ces idées. Est-ce que le lien entre la transformation de Fourier sur R et puis le flot géodésique sur les surfaces hyperboliques ou sur les surfaces à courbure, est-ce que ça, c'était déjà une idée qui était dans l'air et exploitée, ou c'est vraiment aussi une nouveauté? Alors attendez. Oui. Oui, ça, j'ai peut-être pas. Oui, ça, c'est peut-être pas très mis en relief dans l'exposé. C'est que ça, c'est une idée qui. Ça, c'est. De ce que je comprends, ça, c'est l'idée de l'analyse micro-locale. Ça veut dire que vous avez des choses qui se passent pour le flot géodésique dans la variété, dans l'espace des phases, et vous ramenez ces choses-là sous forme d'estimés pour la transformée de Fourier. Ça, j'imagine, ça remonte aux pionniers de l'analyse semi-classique, donc peut-être Ormander, Leray, tout ça. Ça a existé depuis relativement longtemps, mais je pense que l'input ici, le truc qui vraiment comment dire, la difficulté, je pense, c'est bien sûr, c'est d'utiliser à bon escient toute cette analyse micro-locale qui existe depuis 60 ans pour se ramener à la droite réelle. Et ça ressemble presque à une sorte d'énoncé d'analyse harmonique de 3 lignes, là. Mais ouais, vraiment, je pense, le pas en avant, c'est cet estimé de principe d'incertitude. Et toute cette partie sur la correspondance classique quantique, eh bien, elle s'est mise en place, je pense, depuis les années 70-80. Alors évidemment, dans les travaux de Dyatlov-Zal, la technologie micro-locale qu'ils utilisent, c'est la pointe, quoi. En tout cas, moi, de mon point de vue, là, que moi, je ne suis pas expert, c'est le plus sophistiqué qu'on peut faire avec le micro-local,
Mais le problème du micro-local, c'est qu'il localise peut-être un peu trop dans des directions coniques. Et donc, il faut un input de plus analyse harmonique. Et cet input de l'analyse harmonique, il est apporté par le principe d'incertitude fractale. Et ça, c'est réellement nouveau. Sans ça, on peut pas, à un moment, on ne peut pas conclure. Vous voyez, dans la preuve par l'absurde, on se ramène, on redresse. Donc, le redressement, on aurait peut-être pu le faire avec ce qui existait avant le FUP. Mais il faut quand même avoir le FUP pour conclure. Et est-ce que les surfaces hyperboliques étaient supposées compactes? Oui, elles sont compactes dans tout l'exposé, sauf à Oui, la toute fin, sur zeta de Selberg, elles sont là convexes co-compactes. d'accord. Et est-ce que ça veut dire que pour la fonction de zeta, ces applications en fonction de zeta, l'ensemble nu poreux qui intervient, c'est l'ensemble limite du… Exactement, Oui, exactement. Comme j'avais pas le temps, voilà, c'est l'ensemble limite. Et le fractal, c'est cette fameuse mesure là qui est portée par l'ensemble limite. Vous voyez, et toute la porosité, le delta là, qui est l'exposant critique, en fait, c'est lui qui va mesurer qui va être lié au degré de porosité de cette mesure là à l'infini dans l'ensemble limite. Et le FUP va être appliqué. Il y aura une version hyperbolique en fait du FUP appliqué en fait à cet ensemble limite sur le cercle. Voilà. Est-ce que d'autres personnes veulent poser des questions? Il y a une question dans le chat. Olivier, Oui. oui, Ah dans le pardon, je vois pas le chat. dans le Moi, chat, je l'ai pas. Olga demande le lien entre la porosité et la dimension de Hausdorff. Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que c'est. Alors attendez, je réfléchis 2 secondes. Ouais, en fait, au début, je voulais présenter des exemples, mais ça aurait rallongé la. Alors On attendez, saurait le faire pour le voilà. Non, mais triadique de Cantor. voilà. Il faut revenir sur le Cantor. Voilà. Dans la partie sur Cantor, j'avais prévu un slide, mais je me suis dit non, ça va embrouiller. Voilà. Quand le facteur lambda, vous voyez, plus il est petit, alors attendez que je réfléchisse, plus les sous-intervalles que vous engendrez, ils sont petits, et donc plus les trous sont grands. Et si les trous sont grands, non mais c'est intuitif tout ça, et ben le facteur de porosité nu, il va être plutôt grand, parce que nu, il mesure la taille relative des trous que vous voyez. Vous voyez, si par exemple lambda égale 0,00001, nu, il va être plutôt grand. Alors que si lambda est proche de 0,5 ou même proche de 1, là, les trous vont être petits. Et là, la constante de porosité va être petite. Voilà. En tout cas, et je pense, voilà, en réponse à Olga, la constante lambda, là, qui règle la taille des applications affines qui engendrent le Cantor, elle est liée à la dimension de Hausdorff par la relation delta égale, et là, il ne faut pas que je vous dise d'erreur, je pense de mémoire que c'est log de 2 divisé par log de lambda, et je crois que je dois mettre ça en valeur absolue. Voilà. Parce que lambda, vous voyez, par exemple, pour le triadique de Cantor, on sait que la dimension, il faut juste pas que je me trompe dans les rapports là, c'est que la dimension du triadique, elle est légèrement plus petite que 1. Voilà, c'est log 2 sur log 3. Et 3, log 3, c'est la valeur absolue de log de 1 tiers, qui était le facteur de contraction que j'ai utilisé pour engendrer le triadique. Bah, ici, c'est pareil. Vous avez le delta là, qui dépend de lambda, et le nu là, le facteur de porosité, lui aussi va dépendre de lambda. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, merci beaucoup. Après, pour le Cantor, c'est assez clair parce que tout se calcule explicitement, mais je me demandais, par exemple, dans les théorèmes que tu as présentés, ou même peut-être en dimension plus grande que 1, est-ce qu'il y a des liens ou des bornes entre ces deux quantités, la porosité et la… Je pense, mais il faudrait que je regarde la littérature. Je pense parce que c'est… dans ma tête, ça me paraît… Disons que si vous me donnez une porosité, en tout cas sur la droite réelle, je pense que si quelqu'un me donne une porosité, j'arrive à avoir une borne sup sur la dimension de Hausdorff.
Parce qu'il suffit juste, en tout cas sur la dimension de Minkowski, parce qu'il suffit juste que je borne par-dessus la décroissance du volume d'un epsilon voisinage en fonction de la porosité pour avoir une borne sur la dimension de Minkowski. Après, dans l'autre sens, je ne suis pas sûr. Il faudrait que je regarde la littérature. Et en dimension supérieure, là, il faut peut-être faire attention. Viette, Oui, en fait, pour avoir une équivalence, ouais. c'est fait dans un article de Dyatlov et Jean, je crois, et c'est pas être poreux, c'est équivalent à avoir dimension de Hausdorff strictement plus petite que 1 et être alpha-force régulier. Voilà, voilà, il a répondu. Voilà, il a répondu. Voilà, il y Mais a un après, truc on de n'a pas plus. l'équivalence. Enfin, à chaque fois qu'on passe de l'un à l'autre, on perd du nu ou on perd de la dimension. Enfin, Mais il y a quand même des sens qui ont l'air plutôt, on y croit quoi. Si nu, si on est poreux, je pense que c'est plausible que la dimension de Hausdorff ne peut pas être égale à 1. Je pense en pas fait, que. on est contenu dans un Cantor si on est poreux. Bah voilà, voilà. Ok. Merci Ouais, beaucoup. ouais. Ah, merci pour le. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques? Est-ce qu'on aurait un espoir peut-être fou de montrer un principe d'incertitude fractale pour les fonctions dans L2 de R2? Ah ouais, mais ça, c'est un problème ouvert. Non, mais c'est une super bonne question. Bah, c'est le premier qui a fait ça. Ah, je sais pas. Alors, il y a des gens qui ont énoncé des principes d'incertitude fractale là, mais c'est pour des ensembles dans R2 qui ressemblent à des produits cartésiens d'ensembles poreux de dimension 1. Et en fait, le principe, il n'est pas vrai. Si vous prenez des hypothèses juste X est poreux, Y est poreux, il y a des contre-exemples très simples. Je crois il faut que ça contienne une droite. Je ne sais plus, mais il y a des contre-exemples que Dyatlov il dit à tous les exposés. Hein, genre, si tu contiens une droite, ça bug ou je sais pas quoi, donc ça va pas marcher. Et donc, il faut mettre des bonnes hypothèses que les gens cherchent sur X et Y, plus fortes que juste être poreux. Et donc, je crois que c'est un sujet très actif. Voilà. Et même, par exemple, l'article de Kladek et Tao de 2020, il prouve certains cas de principe d'incertitude fractale, mais en dimension impaire. Et il y a un article de Schlag, de Han et Schlag aussi, qui prouve des principes d'incertitude pour quand l'un des deux ensembles est comme un produit cartésien d'ensemble poreux de dimension 1. Voilà. C'est ça. On en est là, je crois, dans l'état de l'art. Est-ce qu'on aurait en contrepartie des applications Ah, mais c'est ça le problème, c'est que ouais, il faut demander beaucoup. Peut-être qu'il demande un peu trop, peut-être pour avoir des. Puisque j'ai pas vu d'application. J'imagine, en tout cas de ce qu'on me dit d'une façon un peu terre à terre, c'est que si quelqu'un trouve un flux passé général sur R2, R3, on va l'appliquer tout de suite à des questions de chaos quantique en dimension supérieure que 2. Et donc, comme pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être trop le cas, j'imagine que les hypothèses sont encore trop fortes sur les ensembles X et Y. Mais je ne suis pas assez spécialiste pour. J'ai encore une petite question de curiosité historique. Est-ce que Pagay et Wiener ont écrit un article ensemble? Ah, ça, je vous avoue, j'ai fait. Bon, j'avais pas trop le temps. J'ai pas fait beaucoup de trucs historiques, donc j'ai aucune idée. Je sais juste que Palais, il est mort jeune et qu'il est anglais. Et Wiener, bah, c'est Wiener, quoi. Et sinon, ouais, voilà, non, j'ai pas, je sais pas plus. Je ne sais pas plus. Il y a peut-être des gens qui savent répondre à cette question. Oui, la réponse est oui. Je viens de voir ça dans Zygmunt. Paley Wiener, Fourier Transform de Complex Domain, American Math Society, Colloquium Publications 1934. Ah, d'accord. Merci. Merci, Non, mais je savais pas. merci beaucoup, On Emmanuel. parle de Palais Wiener, mais on sait pas. Ouais, merci. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'autres questions, sauf si je me trompe. Et je pense qu'on
peut remercier encore Viette pour cet excellent exposé. Et puis, je vous rappelle qu'on se retrouve à 14 h pour l'exposé de Élise. Merci à tous.